troisième édition de l'Afterwork de l'ICPS. J'ai la chance de pouvoir modérer une session extrêmement intéressante sur la pathologie mitrale. Et donc, on va avoir une première présentation avec Annabelle Nguyen, qui est donc cardiologue clinicien. Ensuite, on aura une très belle présentation de Fabien Deguet, chirurgien cardiaque. Et puis enfin, Thierry Lefebvre, en cardiologue interventionnel, qui nous parlera du MitraClip. À tout de suite. Alors, Annabelle Nguyen, la mitrale, comment la choisir? Comment évaluer cette pathologie à l'échographie? À toi. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer ça dans mon topo. Alors, l'insuffisance mitrale, la sélection échographique des patients. Je vais essayer d'organiser mon topo autour de plusieurs cas cliniques avec le diagnostic échographique, le traitement et le résultat des traitements qu'on a entrepris. Je vais commencer par l'insuffisance mitrale organique. Donc, je rappelle brièvement les critères des recommandations ESC 2021 pour quantifier une fuite mitrale et notamment une fuite mitrale sévère. Il y a des critères dits qualitatifs, le fait qu'on ait un flux triangulaire en Doppler continu. Il y a aussi des critères indirects comme le rapport des ITV. Quand on a une ITV mitrale sur une ITV sous-aortique supérieure à 1,4 en l'absence de toute autre valvulopathie, ça signe une insuffisance mitrale sévère. Une onde E mitrale véloce à plus de 1,2 mètres par seconde, c'est aussi très en faveur d'une insuffisance mitrale sévère en dehors d'une sténose mitrale. Un reflux dans les veines systoliques, dans les veines pulmonaires, et une véna contracta large à plus de 7 mm. Il y a aussi, comme on le sait tous, des critères dits quantitatifs avec une surface de l'orifice régurgitant à plus de 40 mm², un volume régurgitant à plus de 60 ml et une fraction de régurgitation à plus de 50%. Bien sûr, il ne faut pas oublier le retentissement d'une fuite mitrale sévère sur l'oreillette gauche. Donc, on va avoir une oreillette gauche qui est très dilatée et un ventricule gauche qui aura tendance à se dilater aussi. Le premier cas clinique, ça va être un patient de 65 ans qui est dyspnée à l'effort et n'a aucune comorbidité, si ce n'est qu'il est obèse. Alors là, ce sont les boucles échographiques. On voit la parasternale grand axe que le ventricule gauche a tendance à dilater, l'oreillette gauche est dilatée, et on voit bien sur l'apicale 4 cavité qu'on a une éversion, un prolapsus de valve de P2. Alors, quand on met un peu de Doppler couleur, on voit qu'il y a une surface de l'orifice régurgitant qui apparaît, un rayon de Pisa. Quand on baisse la ligne d'aliasing, on a du mal à voir l'orientation du jet, et ça, c'est assez spécifique des fuites par prolapsus. Ce sont des jets qui vont être très excentrés, puisque la fuite va être très, très excentrée. Là, sur un prolapsus de P2, la fuite elle va avoir tendance à longer le septum interauriculaire. Donc, souvent, on ne peut pas avoir une passe de l'orifice régurgitant, puisqu'on n'aura pas de Doppler continu on n'aura pas la vraie vitesse maximale. Ensuite, là, on peut voir en deux cavités que l'oreillette gauche est très dilatée, que le ventricule gauche est très dilaté, et on voit apparaître derrière A2 le prolapsus de P2. Donc là, on a réalisé une échographie transœsophagienne chez ce patient pour avoir une idée des lésions de façon plus précise. On voit vraiment que c'est un prolapsus de P2 avec une inversion complète de la cusp et un flux qui va être très, très excentré. On n'a aucun doute sur la sévérité de la fuite, puisque sans même baisser la ligne d'aliasis, de la ligne de base, on a un rayon de Pisa spontané. Là, grâce à l'ETO, maintenant, nos sondes sont devenues très performantes. On arrive à faire du biplan et on peut, lorsqu'on met le curseur plus près de l'auricule, on peut dégager un P1. Au milieu, on a un A2, P2 et à l'opposé de l'auricule, on a un A3, P3. Alors, chez l'ETO aussi nous permet de faire de très belles images en 3D pour avoir des lésions, pour connaître les lésions de façon assez précise. Là, on devine très bien le prolapsus de P2 avec les ruptures de cordage, les cordages accessoires qu'on voit. Et ce qu'on devine aussi par ailleurs, c'est probablement l'ouverture d'une indentation entre P1 et P2 qu'on a du mal vraiment à voir en deux dimensions et qu'on
voit très bien en 3D. Donc, quand on fait du 3D sur la valve mitrale, on a tous par- pour être systématique, la valve aortique au-dessus, donc là c'est plutôt en antérieur. À l'opposé, on aura le postérieur. On a l'auricule qui se trouve ici, donc on aura la partie latérale, et à l'opposé, on aura la partie médiane. L'apport de l'ETO 3D nous permet aussi de dégager avec beaucoup de précision toutes les lésions. Par exemple, là, sur ce cas de patient, j'avais du mal à mettre mon biplan de façon précise être sûr que j'étais en A1P1. Donc, grâce à mes reconstructions 3D, que je fais une acquisition 3D, j'enregistre la boucle et je peux retravailler la boucle une fois la sonde sortie du malade. Et là, j'avais un doute sur un prolapsus de P1 associé. Et ben, grâce aux reconstructions multiview, et ben, je peux voir qu'ici, mon curseur rouge étant là, je suis en A1, P1 sur ce curseur-là. Et je vois là qu'il n'y a aucun prolapsus associé. Donc, c'est juste un large prolapsus de P2. Donc pour toi, Annabelle, il n'y a pas l'évaluation de la valve mitrale se fait aujourd'hui de façon moderne avec l'échographie 3D. Se fait avec l'échographie en ETT et bien sûr, l'ETO est vraiment un apport incroyable pour le chirurgien et pour nous échographistes pour diagnostiquer des lésions. Est-ce que c'est le type de lésion, l'extension des lésions et aider au mieux le chirurgien pour sa prise en charge. Donc, pour ce patient-là qui a 65 ans, qui n'a pas d'autres comorbidités que le fait d'être un peu gros, bah, bien sûr, le traitement qu'on va lui proposer, ce sera un traitement chirurgical et une réparation de la valve mitrale en première intention. Pourquoi une réparation de la valve mitrale? Il n'y a pas eu d'études randomisées, mais il y a eu plusieurs études, dont celle de l'ASAM sur un registre international multicentrique prospectif qui ont inclus des IM dégénératives. Et cette étude a comparé les résultats de la plastie mitrale versus un remplacement valvulaire mitral sur plus de 20 ans. Et la plastie, on voit ici, elle fait beaucoup mieux que le remplacement valvulaire à long terme. Parfois, on peut être aussi inquiet sur est-ce que les patients ne sont pas réopérés plus rapidement que si on mettait une valve mécanique? Eh bien non, sur les 15 années qui ont suivi la chirurgie des patients, les patients qui avaient eu une plastie mitrale n'étaient pas plus souvent réopérés que les patients qui avaient eu un remplacement valvulaire mitral. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la plastie mitrale, il faut la réserver que aux jeunes et puis quand on est âgé, on peut remplacer la valve mitrale? Non, la plastie mitrale, elle est bénéfique à tout âge, comme on peut le voir aussi sur cette revue La Littérature, où même quand on a plus de 75 ans, on bénéficie de la plastie mitrale. Donc, la plastie mitrale, c'est toujours mieux qu'un remplacement valvulaire mitral. La question, quand on va se poser sur la plastie mitrale, c'est est-ce que la plastie est facile ou est-ce que la plastie est complexe? Donc ça, il y a eu un très bel article paru dans JACC en 2020 qui a essayé de catégoriser les types de plastie. Donc là, on voit très clairement qu'on se trouve dans une forme idéale pour une plastie. C'est une lésion de la valve plutôt postérieure. Il n'y avait pas de calcification valvulaire, pas de calcification annulaire. L'appareil sous-valvulaire était normal. Le mécanisme est un prolapsus. Donc, vraiment, c'était une forme idéale pour la plastie. Donc, ce qu'il faut intégrer dans vos comptes rendus d'échographie cardiaque, c'est le mécanisme de la fuite, l'extension des lésions, la calcification ou non de l'appareil valvulaire, annulaire ou sous-valvulaire, la taille de l'oreille gauche qui est importante pour le chirurgien parce qu'ils seront mieux exposés. On peut aussi essayer de les guider dans le risque de SAM, c'est-à-dire quand on a une valve postérieure très longue, un angle mitro-aortique assez fermé et un point de coaptation de la valve mitrale qui est assez proche du septum. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre l'anneau tricuspide dans le compte rendu et le grade de la fuite. Est-ce que quel est l'impact de l'anneau tricuspide? On n'a pas comment ça interfère dans Alors, ça c'est exactement, parce qu'on sait tous que quand on a une valvulopathie du cœur gauche, il faut absolument mesurer l'anneau tricuspide. S'il est à plus de 40 mm ou qu'on a une fuite plus que modérée, il y aura une indication à faire un geste sur la valve tricuspide
une annuloplastie tricuspide parce que les patients on a vu que les patients qui n'avaient pas bénéficié d'annuloplastie tricuspide revenaient pour des tableaux d'insuffisance cardiaque droite avec des fuites qui se majoraient en post-opératoire. Donc, vraiment, c'est anneau tricuspide, on met la taille. On peut même, dans certains cas, quand on a des patients qui ont des gabarits pas très standards, indexer à la taille corporelle, donc plus de 40 mm, moins ou plus de 21 mm par mètre carré avec une fuite plus que modérée. En cas de valvulopathie gauche, c'est une indication péropératoire nette de classe, c'est un grade 1, de mettre une annuloplastie tricuspide en péropératoire. Alors, Annabelle, il n'y a pas de limite parce que tu nous mets en avant la chirurgie de la plastie mitrale. Donc, on a compris, il faut vraiment la valoriser par rapport à un remplacement. Mais est-ce qu'il y a certaines limites dans les cas où on ne peut pas effectuer ce traitement? Est-ce que c'est pour tous? C'est ton cas suivant. Non, oui, je vais en parler dans mon cas suivant. Alors, allons-y. On essaye après. Une question par rapport à la mesure de l'anneau mitral, éventuellement tricuspide. Est-ce que le scanner peut être un complément pour une mesure optimale? Alors, malheureusement, toutes les études qui ont été faites pour la valve tricuspide, ce sont des études qui ont été faites il y a longtemps et c'était sur l'ETT seulement. Donc, l'anneau tricuspide, il est mesuré en 4 cavités en ETT. Il n'y a pas eu d'études faites sur les mesures ETO opératoires et il n'y a pas eu d'études faites sur le scanner. Par contre, pour la mesure de l'anneau mitral, ce qui peut aider le chirurgien, c'est la mesure de la longueur de A2. De la longueur de la grande valve. De la longueur de A2 de la grande valve, puisque ça leur permet de déterminer la taille de l'anneau mitral qui va être mis en place. Mais ça, c'est que des études échographiques, donc pas scanographiques. Parce que souvent, l'échographie a tendance à avoir des mesures un peu plus basses qu'au scanner. Alors évidemment, ça va guider le chirurgien, mais on va de toute façon sizer l'anneau, parce que parfois, on peut quand même avoir quelques petites différences en péropératoire, parce qu'effectivement, la mesure ne va peut-être pas forcément être complètement au bon endroit pour mesurer vraiment la longueur complète de la grande valve. Mais en tout cas, ça donne un petit peu une idée quand on mesure une grande valve qui est à 38, et on va rarement mettre un anneau de 32, par exemple. Donc, ça a plutôt une bonne corrélation. Donc, ce patient-là, il a bénéficié d'une plastie mitrale avec un résultat qui était bon, puisqu'on voit qu'il n'y a qu'une fuite centrale minime. Le TO3D, toujours, on peut deviner le geste que le chirurgien a fait. En fait, il a fait une résection de P2, et là, on voit un peu les points de suture, et il a mis en place une annuloplastie tout autour et une fuite centrale minime. Les succès de critères de plastie mitrale, ça c'est au bloc opératoire, j'ai allé très vite, c'est une hauteur de coaptation à plus de 6 mm, un gradient moyen à moins de 6 mm de mercure, une IM minime et l'absence de SAM. Le deuxième cas clinique, c'est une patiente de 23 ans qui vient pour un OAP du postpartum. Il y a une énorme barrière de la langue. Elle vient d'arriver en France, elle ne parle pas du tout français, c'est très difficile de se faire comprendre. Donc là, on peut voir l'échographie cardiaque. On voit la grosse oreillette gauche, le gros ventricule gauche, la valve mitrale qui est typique d'une atteinte rhumatismale avec cette fameuse ouverture en genou, un appareil sous-valvulaire qui est un peu court et une fuite qui est somme toute volumineuse, qui vient d'une commissure à une autre. On comprend très bien pourquoi la patiente a fait un OAP en postpartum. Là, on voit le reflux, que l'extension de la fuite va jusqu'au toit de l'oreillette gauche. Le Doppler continu montre un flux triangulaire typique d'une insuffisance mitrale sévère. Et on voit un défaut de coaptation en ETT qui nous laisse très, très fortement suspecter une fuite sévère. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente qui a 23 ans, qui a une valve dont les critères de plastie sont quand même un peu challenging, hein. Quand on regarde, c'est une atteinte bivalvulaire avec, il n'y a pas tellement de calcification valvulaire, mais un appareil sous-valvulaire qui est remanié, 2 valves qui sont très restreintes. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente? C'est une plastie qui n'est pas facile. Est-ce qu'on lui propose un remplacement valvulaire mitral mécanique? Ça, il en était hors de question. Elle ne parlait pas du tout français, la compliance aux AVK, elle allait être nulle. Est-ce qu'on lui met une valve biologique avec le risque, pas le risque, avec la certitude qu'elle se fera réopérer? Et on a, après une décision collégiale, on a acté de réaliser une plastie mitrale. Effectivement, la plastie mitrale, c'était une très très bonne idée, puisque on voit que c'est un succès de plastie mitrale, on voit une fuite mitrale minime, avec, là je vous ai mis le TO avant, là on voit bien que
le défaut de coaptation centrale avec des valves qui sont très rigides, et le chirurgien a réussi en réséquant de l'appareil sous-valvulaire, en faisant une commissuroplastie, à rendre un peu de mobilité aux deux feuillets. Donc, c'est vraiment un service qu'on a rendu aux patients. Pour répondre à la question du lien, effectivement, précédente, c'est qu'il y a des plastiques qui sont franchement très compliqués et dans lesquels il ne faut pas se lancer. Dès qu'il y a des grosses calcifications valvulaires, les tissus se déchirent. Bah oui, et puis de toute façon, après, on a de la rigidité et puis on n'a pas de souplesse de feuillet. Donc, c'est pas, et on sait qu'après, de toute façon, ça ne donnera pas de bons résultats non plus. À long terme, il y a des endocardites avec des gros délabrements valvulaires. On sait que voilà, mettre des patchs péricardiques, ce n'est pas forcément une solution non plus viable à très long terme. Donc, il faut essayer la plastie, il faut essayer quand c'est une forme idéale, quand c'est une forme challenging comme celle-ci. Et voilà, il faut aussi savoir s'arrêter quand il y a trop de calcification valvulaire. Il faut remplacer la valve et ne pas hésiter à remplacer la valve parce qu'un résultat de plastie insatisfaisant, ce n'est pas une bonne solution non plus pour le patient. Et Fabien, dans le même registre, est-ce qu'il faut tenter la plastie malgré tout, quitte à changer la valve derrière, ou on part d'emblée sur un remplacement sur des cas un petit peu border Quand on est sur des plastiques complexes, on sait qu'on va avoir un temps de clampage qui potentiellement peut être un petit peu long. Donc, il faut faire une bonne analyse lésionnelle. Alors, on a l'écho qui va bien nous guider parce qu'on va déjà avoir une planification de ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, la visualisation de la valve en direct va nous donner quand même les possibilités de tenter une réparation ou pas. Si on voit que les feuillets sont complètement fixés, que les cornages sont très, très courts, etc. Bon, là, je pense qu'on sait très bien qu'on va passer du temps avec un résultat qui, somme toute, risque de ne pas être bon et on va devoir infliger un deuxième clampage pour changer la valve, etc. Donc, sur des cœurs qui sont potentiellement un peu fatigués, c'est vrai que parfois, il faut être d'emblée assez radical. Mais voilà, ça dépend un petit peu de l'aspect qu'on va avoir de la valve. Si on voit qu'il y a une possibilité, qu'il y a un peu de souplesse quand même et qu'on peut éventuellement élargir un peu ou se lancer dans une plastie, certes un complexe, mais faisable, avec une bonne idée du résultat, on peut y aller. Et puis, si on n'y arrive pas, après, on change la valve. Mais voilà, c'est vraiment dépendant de ce qu'on va voir et aussi de l'expérience de l'opérateur. C'est certain que ça, c'est essentiel. Le troisième cas, c'est un patient de 87 ans qui est dyspnéique à l'effort. Il a insuffisance rénale chronique, il est BPCO. Quand on lui calcule son neuroscore, il a un neuroscore qui frôle les 12%. Donc, score 1, 2. Neuroscore 2 qui frôle les 12%. Là, on voit l'échographie cardiaque, il a le ventricule gauche dilaté, l'oreillette gauche dilatée. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on devine un prolapsus de la partie distale de A2 avec une fuite qui va fuir A2, donc qui va fuir A2. Et en apicale 4 cavités, on voit bien hein, là, le prolapsus de la partie distale de A2 avec cette fuite qui va longer le septum interauriculaire, une fuite qui est importante devant le rayon de Pisa qui est important, avec un retentissement sur l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Donc là, on peut réaliser, je vous rappelle, hein, pour une fuite mitrale, c'est les critères quantitatifs avec la SOR, le volume de régurgitation, mais il y a aussi les critères indirects qui peuvent nous aider quand on n'a pas les SOR. Le rapport des ITV à plus de 1,4, un reflux dans les veines pulmonaires qui est, dans les cas où on a des fuites par prolapsus, qui n'est pas facile à avoir en ETT, et bien sûr une onde E véloce. Donc là, en ETO, on confirme la petite lésion distale de A2, l'absence de calcification annulaire. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce patient? Actuellement, les recommandations ESC, elles disent qu'on peut proposer un MitraClip à ce patient-là parce qu'il est à haut risque chirurgical ou s'il est contre-indiqué à la chirurgie. Il y a une étude randomisée qui est en cours, c'est l'étude MITRA-HR. Cette étude. Alors, quel est le bon candidat? Je vais juste rappeler les critères échographiques rapidement. C'est quand on a une pathologie, une fuite mitrale organique plutôt centrale, en A2-P2 parce que c'est plus facile d'accès, l'absence de calcification valvulaire, une grosse valve mitrale avec plus de 4 cm², une valve mitrale postérieure à plus de 10 mm, une hauteur de prolapsus pas très haute et une largeur de prolapsus inférieure à 15 mm. Ça, c'est les formes idéales. Donc, quand on dit il faut que le patient ait une oreillette gauche plutôt large, puisqu'il faut que là où on va faire là où le transseptal va être réalisé, il faut qu'il y ait une bonne hauteur entre
la ponction transseptale et l'anneau mitral. Il faut qu'on ait plus de 45 mm pour des fuites organiques et plus de 40 mm pour des fuites fonctionnelles. Il faut qu'on ait une surface mitrale idéalement à plus de 4 cm² qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer grâce à l'ETO 3D et à l'acquisition de multiplans. Il faut qu'on ait une hauteur de prolapsus à moins de 10 mm. Ça, c'était surtout vrai avec les anciens clips. Avec les nouveaux clips et les bras indépendants, on peut viser des hauteurs de prolapsus beaucoup plus importantes. Il faut qu'on ait une largeur de prolapsus inférieure à 15 mm. Ça, on peut actuellement dépasser ces largeurs de prolapsus lorsque la valve est très large avec nos nouveaux clips. Il faut qu'on ait une valve postérieure au moins supérieure à 7 mm parce que le plus petit des clips, il faut qu'il y ait quand même 7 mm de valve postérieure dedans pour que le clip soit efficace. Et il faut qu'on ait une absence de calcification valvulaire en regard de la zone de grasping. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps parce que si on attache le clip au niveau de calcification valvulaire, ça va déchirer forcément la valve et ça ne va pas tenir. Donc là, le MitraClip, c'est une procédure sous anesthésie générale qui nécessite une coordination, une entente entre le cathétériseur et l'échographiste. Par exemple, là, on voit que le clip n'est pas tout à fait bien positionné. Donc, c'est un clip qu'on a fait le mois dernier. Donc, on a dit au cathétériseur de se mettre un peu plus latéral pour être dans la fuite avec ce résultat qui est un résultat satisfaisant puisqu'on a un gradient moyen en fin de procédure qui est à 1. Et quand on ferme le clip, il y avait quasiment plus de fuite. Voilà, je passe rapidement. Avec en fin de procédure, on voit bien les deux hémiorifices et le clip qui est en place avec une fuite minime. Là, on voit bien l'intérêt de l'écho 3D d'ailleurs dans toutes ces procédures. Donc, il y a la valeur diagnostique, mais il y a aussi la valeur thérapeutique, Exactement. puisque votre couplage d'inter-équipe permet d'apporter aux patients une solution alternative pour les patients non opérables. Exactement. Quand est-ce qu'on va intervenir? Je te coupe sur ce topo, mais pour tous ceux qui nous écoutent, quand est-ce qu'on va intervenir? Parce que bien souvent, les patients sont asymptomatiques. Est-ce qu'on attend ces critères échographiques ou on va anticiper pour ne pas arriver trop tard? Parce que malheureusement, le patient de 87 ans que tu nous présentes, il a une insuffisance cardiaque chronique. Il y a des solutions alternatives, certes, mais les solutions optimales ne sont plus possibles. Enfin, du moins interventionnelles chirurgicales. Est-ce qu'il faut attendre? Alors, ça, c'est la suite de mon topo, merci. Oh, super. Tu l'avais vu avant, non? Il y a un nouveau, en fait, dans les dernières recommandations de l'ESC 2021, il y a un nouveau seuil pour l'IAM asymptomatique sur le diamètre télésystolique du ventricule gauche. Avant, c'était 45 mm. Maintenant, on a vu qu'au-delà de 40 mm, c'était une perte de chance pour le patient. Il y a ça, c'est l'étude de Triboulois qui est parue dans JACC en 2009. Et on voit très bien que les courbes, elles se décrochent en fait au-delà de 40 mm de diamètre. Il y a un impact très net sur la mortalité. Donc, un patient qui est asymptomatique, qui a une IM sévère avec un VG dilaté à plus de 40 mm de diamètre télésystolique, il ne faut pas hésiter à l'envoyer au bloc opératoire. C'est un grade 1 de recommandation. Ensuite, on pouvait se poser la question, il y a un autre critère dans l'IM asymptomatique, c'est l'oreillette gauche qui est très dilatée. Une oreillette gauche qui est très dilatée à plus de 60 ml ou 55 mm de diamètre, ça aussi, ça a un impact sur la mortalité. On voit que ça a un impact sur la mortalité. Là, on voit sur les courbes avec un petit p à 0,002. C'est un impact indépendamment de la fonction ventriculaire gauche et de la taille du ventricule gauche. Donc, chez les patients à bas risque opératoire, asymptomatiques, qui ont des critères de faisabilité d'une plastie mitrale facile, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer pour qu'on en discute tous ensemble d'une chirurgie précoce chez ces malades-là. C'est vraiment très important parce qu'on sait que plus on attend dans l'insuffisance mitrale, plus ça peut être une perte de chance pour le patient. Dans les dernières recommandations, l'échographie cardiaque d'effort a encore perdu un peu de place dans l'IM asymptomatique. Il y a brièvement une petite phrase qui dit qu'on peut faire une échographie cardiaque d'effort. En fait, l'étude qui a montré que l'échographie cardiaque d'effort, quand on faisait de l'HTAP à l'effort à plus de 60 mm de mercure, en fait, on était plus propice à développer des symptômes dans les années à venir, mais ça n'a pas montré d'impact sur la mortalité. Donc, on peut le faire, mais surtout sur des malades asymptomatiques, ça peut parfois nous pousser à aller plus rapidement à la chirurgie. Est-ce qu'il y a une place sur le strain global longitudinal en échographie cardiaque? Une étude a démontré que quand on avait un strain altéré à moins 20,6%, on avait plus de mortalité en post-opératoire d'une plastie mitrale. Donc,
le strain peut aussi nous influencer sur la prise en charge de ces malades-là. Il y a une étude nationale d'ailleurs en cours sur l'IM asymptomatique, l'IM sévère asymptomatique, étude randomisée contre traitement médical optimal. Exactement. Je vais finir mon topo rapidement sur l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Vous savez tous que l'insuffisance mitrale fonctionnelle, c'est les feuillets valvulaires et l'appareil sous-valvulaire sont totalement normaux. C'est une maladie du ventricule gauche ou de l'anneau mitral. Les critères ESC ont changé cette année sur la quantification de ces fuites. Avant, on pouvait dire qu'une fuite fonctionnelle était sévère quand il y avait un orifice régurgitant plus de 20 mm². Non, maintenant, c'est fini. On est revenu au même critère que les Américains. C'est une fuite fonctionnelle et sévère quand une surface de l'orifice régurgitant à plus de 40 mm² ou si, à plus de 30 mm² si l'orifice n'est pas rond, mais plutôt avec une forme d'ellipse. Alors, le dernier cas clinique, c'est une patiente de 55 ans. Elle est transférée pour un OAP. Elle a des antécédents de CMDA coronaire saine. Elle est en FA persistante depuis 2005. Là, on voit qu'elle a le ventricule gauche dilaté, une insuffisance mitrale importante avec des feuillets valvulaires qui sont normaux, une fuite qui n'est pas du tout circulaire, mais qui a une forme d'ellipse. Et quand on calcule la SOR, on tombe sur une SOR à 0,23 cm². On a totalement sous-estimé l'importance de la fuite. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une échographie transœsophagienne à ces malades. Et en fait, on voit qu'il y a largement un défaut de coaptation avec une fuite centrale qui est sévérissime. Quelle est la prise en charge de ces malades? Pour des fuites secondaires ou des fuites dites fonctionnelles, le traitement reste le traitement médical, c'est un traitement médical de référence. Donc, le traitement de l'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants, l'Entresto, le Fortiga, et on inclut aussi la resynchronisation. Petite note pour les IM ischémiques, quand il y a une IM ischémique sévère et qu'il y a une indication de pontage, il faut faire un geste sur la valve mitrale. Après, il y a l'éternel débat, est-ce qu'on plastifie, est-ce qu'on change la valve? Il y a une étude randomisée qui a regardé un petit peu les deux, et l'étude randomisée, pour une fois, était en défaveur de la plastie mitrale puisque les patients fuyaient plus à long terme et donc étaient plus symptomatiques. Il y avait vraiment un critère d'impact sur la mortalité. Donc, cette étude, elle reste encore un peu débattue. Et bien sûr, mais Thierry vous en parlera mieux que moi, il y a le MitraClip aussi qu'on peut proposer à ces patients-là. Donc, en conclusion, pour la prise en charge, l'échographie cardiaque ETT et ETO est essentielle pour bien prendre en charge l'insuffisance mitrale. La plastie mitrale, ça reste le traitement de référence et le MitraClip peut être une alternative thérapeutique satisfaisante pour les patients à haut risque chirurgical ou contre-indiqués à la chirurgie pour le moment. Je vous remercie. Merci Annabelle Nguyen pour ce très beau topo. Et on va donc passer, je n'ai pas de questions là, de l'auditoire. Y en a-t-il maintenant? Je n'en vois pas pour l'instant. On va passer à la présentation de Fabien Doguet, donc chirurgien cardiaque à l'hôpital privé Jacques-Cartier, et qui va nous parler donc des modalités de plastie mitrale et notamment de l'intérêt de la plastie mitrale mini-invasive. Entre autres, mais je remercie Annabelle pour son très bon topo parce que ça a montré l'intérêt de faire de la plastie mitrale. C'est pas anodin parce que ça va être tout à fait l'introduction de mon topo. Alors d'abord, moi l'idée c'était de vous dire pourquoi il est important de simplifier les techniques de plastie mitrale et puis après comment on pouvait le faire. Donc, vous savez, il va y avoir deux parties. Et puis, comment on va le faire? Ce sera un petit peu plus visuel parce qu'il y aura un petit peu plus de vidéos, etc. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut se débrouiller au bloc opératoire pour réparer les valves mitrales. En plus, Annabelle vous a montré des belles images d'écho, donc ça va tout à fait dans le bon sens. Alors, pourquoi simplifier d'abord? C'est pour permettre au plus grand nombre de chirurgiens de faire des réparations mitrales. Déjà, tout simplement. Alors, Annabelle l'a très bien dit. La plastie mitrale, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à un remplacement valvulaire mitral. Donc, il faut favoriser, autant que faire se peut, la plastie mitrale. Alors, il y a des études quand même qui ont montré des disparités entre des centres de chirurgie cardiaque. Alors, cette étude, elle est observationnelle au Royaume-Uni sur la valve mitrale dégénérative. Et on s'est aperçu qu'il y avait des taux de réparation qui allaient de 0% à 98%. Donc, il y a une disparité, une inégalité dans la prise en charge de l'IM organique. Alors là, c'est au Royaume-Uni, c'est pareil aux États-Unis, c'est sûrement pareil en France.
Donc, et quand on voit la nécessité de réparer la valve mitrale, eh bien, on peut être amené à se poser des questions et de savoir comment on peut faire pour justement faire en sorte qu'on tire vers le haut la réparation mitrale, et pas forcément avoir du 100% de réparation mitrale, mais enfin en avoir à se rapprocher peut-être de 75% de réparation. Alors tout ça, ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, c'est lié aussi au fait de l'habitude d'un chirurgien. Moins il va faire de réparation mitrale, moins il va avoir d'expérience, et il va y avoir forcément moins de pourcentage de réparabilité. Comme on voit sur ce papier, on a regardé un petit peu le volume de chirurgie mitrale par chirurgien, c'était aux États-Unis. Et bien, quand on fait moins de 10 procédures par an, on a un taux de réparation observé qui est de l'ordre de 50% à peine. Et quand on fait plus de 50 procédures de réparation mitrale par an, ben on approche les 80% de taux de réussite de réparation. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ça c'est on enfonce un peu une porte ouverte, mais ça veut dire que plus on en fait, plus on est performant et plus on a un taux de réparation qui est important. Mais ça va avoir aussi un impact sur le taux de réintervention à distance de la réparation mitrale. Là encore, ça c'est dans l'État de New York, voilà, encore une étude observationnelle où on s'est aperçu que quand un chirurgien faisait moins de 25 procédures par an, on avait des taux, c'est la courbe bleue, sur le graphe, et on avait des taux de réintervention à distance qui étaient plus importants, tandis qu'un chirurgien finalement qui a de l'expérience, qui fait plus de 25 procédures par an, il va avoir des taux de réintervention qui vont être moindres, donc avec des meilleurs résultats à long terme. Donc c'est pour ça que c'est essentiel finalement d'essayer d'avoir des techniques pour qu'un plus grand nombre de chirurgiens fassent un plus grand nombre de plastiques, puisqu'il y a une réelle incidence à la fois sur le taux de réintervention à distance, mais on sait aussi qu'il va y avoir un impact sur la mortalité, etc. à distance, puisque la plastie mitrale fait mieux que le remplacement en termes de morbimortalité. Alors, deuxième raison de simplifier les techniques de plastie mitrale, parce qu'il y a, alors ce n'est pas des techniques nouvelles, mais enfin, ça se développe de plus en plus dans les centres, ce sont les procédures mini-invasives, c'est-à-dire ce sont les procédures par mini-thoracotomie vidéo-assistée. Donc, on va regarder à travers un trou de serrure. Donc, ce sont des techniques qui vont être un peu plus exigeantes. Et vous voyez qu'on va passer par un petit abord thoracique. Et donc, on ne va plus regarder directement la valve mitrale à l'intérieur en ouvrant le sternum, mais on va regarder sur un écran. Donc, l'avantage de regarder sur un écran, par le développement de ces techniques, c'est qu'on va avoir une parfaite vision des piliers, des feuillets valvulaires. Donc, on va avoir une plus grande facilité pour utiliser des cordages artificiels pour nous permettre de réparer les valves. Mais ces cordages artificiels amènent en eux-mêmes des difficultés pour adapter la longueur, choisir la bonne longueur des cordages. Alors, si on les fait trop courts, on va se retrouver avec une valve qui est restrictive et donc on va avoir une fuite qui va persister. Et si on les fait trop longs, on ne va tout simplement pas corriger le prolapsus. Donc, il va y avoir des techniques à trouver, sachant que quand on fait un petit tour de la littérature sur les techniques qui sont utilisées par les uns et les autres, vous voyez, la plaque parle d'elle-même, je ne vais pas vous les décrire, mais il y a une foultitude de techniques pour ajuster la bonne longueur de cordage et chacun y va un petit peu de son astuce, de son truc, etc. Et donc, forcément, ça, ce n'est pas reproductible et donc ça pose des difficultés pour savoir comment on va pouvoir ajuster la bonne longueur. Est-ce qu'il faut mettre le cœur en charge? Est-ce qu'il faut mesurer les cordages à côté, etc. Donc, tout ça est assez complexe. Et on vient à la partie comment on peut simplifier pour rendre les choses plus simples aux chirurgiens, pour qu'il y ait plus de chirurgiens qui fassent plus de plastique. Alors, ce n'est pas nouveau, il y en a un quand même qui avait mis les premières bases de l'édifice, c'est Alain Carpentier, vous le connaissez tous, qui a décrit la classification, qui est déjà une manière de simplifier la connaissance de la pathologie mitrale, mais il a aussi décrit des techniques qui vont avec sa classification, j'en ai cité quelques-unes, mais notamment une des techniques les plus simples, qui est tout simplement la résection quadrangulaire de la zone qui prolabbe avec une plicature de l'anneau. Donc ça, c'est globalement pour traiter un prolapsus de la partie moyenne de la petite valve de P2, ce qui représente la majorité quand même des insuffisances mitrales organiques. Et puis, il a décrit d'autres techniques qui sont les transferts de cordage, les raccourcissements de piliers, les plasties de piliers, etc. Et là, qui sont des techniques de plastique qui deviennent plus complexes, qui nécessitent plus d'expérience. Et là, on retombe dans l'écueil de plus d'expérience. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de mitrales. Et donc, c'est des techniques qui ne vont pas forcément être accessibles au plus grand nombre de chirurgiens. Donc, en tout cas, dans ces
trois techniques. La résection quadrangulaire est quelque chose qui est simple à faire, qui est standardisé, et on peut même maintenant faire des résections triangulaires, donc un peu plus économes en étoffe de tissu valvulaire pour éviter de plicaturer l'anneau, et puis qui donne aussi de bons résultats. Et puis, il y a Patrick Perrier qui a fait évoluer un petit peu les techniques en utilisant des cordages artificiels, donc ce qu'on appelle des néocordages, qui sont des cordages en Gore-Tex. Et donc, lui, son principe, c'est de dire on respecte les feuillets valvulaires, on ne les résecte plus. Voilà, ils étaient là, ils sont là, on les laisse là et on va les traiter autrement. Donc, on va les traiter en mettant tout simplement, les cordages sont cassés, sont distendus, ben, on retend la voile en mettant des cordages artificiels. Et il a montré avec sa grande expérience que finalement, les résultats à long terme étaient équivalents aux techniques qui avaient été décrites par Alain Carpentier. Donc, c'est une technique, l'utilisation de cordage artificiel est une technique simple, est une technique qui apporte de bons résultats, mais je vous l'ai dit, avec comme écueil de savoir comment on va choisir la longueur de cordage. Voilà. Alors, finalement, il y a quand même, les chirurgiens réfléchissent un peu et on va trouver des techniques simples pour ajuster la bonne longueur de cordage. Mais il faut que les choses elles soient simples pour qu'elles soient reproductibles. Et une des premières solutions, alors ça a été présenté au Mitral Conclave il y a quelques années par un chirurgien du CHU d'Amiens, qui est de faire des tresses. Alors les tresses, en fait, on va faire d'où l'intérêt là encore de l'ETO au bloc opératoire, c'est qu'on va mesurer la longueur des cordages natifs sains à l'ETO, et puis on va, donc, qui sont de part et d'autre de la zone qui prolabent, donc qui sont des cordages sains, et on va reproduire, on va faire des tresses de Gore-Tex que vous voyez ici. Voilà. Entre les deux nœuds ici, ça va être la mesure qui a été faite à l'ETO, c'est bloqué par des nœuds, donc ça ne peut plus bouger, et après on va fixer de part et d'autre, on va fixer à la fois sur le pilier et sur le bord libre de la valve, cette zone qui a été déterminée par la mesure à l'ETO. Alors, ça peut être 15 mm, 18 mm, 20 mm. Et donc, comme ça, on s'est adapté au cordage du patient. Donc, ça, c'est la première technique. C'est ce qu'on appelle les tresses. Alors, deuxième technique, alors ça a été abordé par l'équipe de Leipzig, par Friedrich Mohr, où là, ils ont fait, finalement, de par leur gros volume de chirurgie mitrale à prendre en charge, ils ont fait des mesures. Et ils ont mesuré les cordages de la petite valve, les cordages de la grande valve sur un grand nombre de patients. Ils se sont aperçus que globalement, en moyenne, les cordages de la petite valve, ils faisaient 14 mm et les cordages de la grande valve, ils faisaient 22 mm. Donc déjà, on est sur une sorte de standardisation qui est liée aux populations. Et donc, fort de ça, il y a une équipe de Lens qui a dit, bon, très bien, on va standardiser, puisque globalement, les cordages de la petite valve, c'est 14-15 mm, les cordages de la grande valve, une petite variation entre 22 et 25 mm. Eh bien, on va faire des boucles, vous voyez ici, qui sont des boucles, on va dire, complètement définies, c'est-à-dire que pour traiter un prolapsus de petite valve, on fera des boucles de 15 mm, et pour traiter un prolapsus de grande valve, on fera des boucles de 25 mm. Donc, ils ont décrit cette technique, ils ont présenté leurs résultats avec des bons résultats en termes de réparation. Ce qui nous amène finalement au bloc opératoire, une fois sur une insuffisance mitrale organique, une fois qu'on a l'évaluation à l'ETO, et je vais bloquer la vidéo parce que ça va aller un petit peu vite. Voilà. À l'ETO, si on a affaire à un large prolapsus de la partie moyenne de la petite valve, et pendant la cardioplégie, on va préparer nos boucles de Gore-Tex, comme ça on ne va pas perdre de temps et on va déjà avancer un petit peu. Et par exemple, si c'est un large prolapsus, on va préparer par exemple 2 boucles de 15 mm de Gore-Tex. Je vais vous montrer après sur la vidéo comment on fait ça. Si c'est un petit prolapsus de P2 sur une dégénérescence fibroélastique, on va préparer par exemple une seule boucle de 15 mm. Si on a affaire à un prolapsus de la grande valve mitrale, on va préparer 2 boucles de 25 mm. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, on utilise un instrument de chirurgie qui s'appelle le Farabov, qui est un écarteur, et la largeur du Farabov, il fait 15 mm. Alors, c'est comme ça, on ne l'a pas fait exprès, c'est comme ça. Donc, on va faire nos boucles en utilisant cet instrument. Donc, on peut faire une boucle, on peut en faire une deuxième sur le même brin, ce qui permet d'avoir plusieurs brins. Et pour faire une boucle de 25 mm, on prend c'est le diamètre d'une seringue de 20 centilitres, de 20 cc. Donc ça fait 25 mm. Donc avec 2 outils simples,
Ça nous permet de faire des cordages pour la petite valve et des cordages pour la grande valve. Et on peut mixer sur un même brin, 2 boucles de 15, une boucle de 25, 2 boucles de 15, 2 boucles de 25. On fait un peu comme on veut en fonction de la réparation qu'on a à faire. Et ces boucles, on va le voir après, ces boucles, elles vont ensuite être accrochées au pilier ou au pilier antérieur ou au pilier postérieur et redistribuées au bord libre de la valve qui prolapse. Donc, vous voyez, là, on a 2 boucles de 15 et une boucle de 25. Voilà. Donc, ça, c'est une manière très facile de réaliser des néocordages de manière assez standardisée. Et donc, Fabien, tu vas associer ces néocordages à une résection quadrangulaire? Pas forcément. Pas forcément. Après, on peut associer plusieurs techniques simples. Voilà. Mais on peut très bien tout traiter avec des boucles de Gore-Tex, ou on peut, si on a beaucoup d'étoffe, parfois on peut faire une résection triangulaire et compléter le geste en mettant une boucle. Alors, je vais vous passer une vidéo qui vous montre un petit peu sur une approche mini-invasive la mise en place de ces boucles. Alors, on dirait attention, image de chirurgie. Voilà. Alors, donc là, on est face à la valve mitrale. Voilà, on a un large prolapsus de P2, P3. C'est un peu accéléré, évidemment. Vous voyez très bien les piliers au fond. Une belle exposition des piliers. Et on a préparé nos boucles à l'avance. Et là, on va donc passer des boucles sur le pilier antérieur, ici sur le pilier postérieur. Vous voyez une très belle exposition sur l'appareil sous-valvulaire. On renforce ça par des plaies de jet pour éviter que ça déchire. Et donc, on va récupérer les boucles avec un autre Gore-Tex qu'on va passer sur le bord libre de P2 et qu'on va fixer. On va récupérer donc toutes les boucles et les passer sur le bord libre pour retendre la voile. On a passé un deuxième. On récupère un troisième qu'on va mettre plutôt sur P3 qui prolabe également. Et voilà, évidemment, on fait un remodelage de l'anneau en faisant une annuloplastie. On a corrigé notre prolapsus par l'intermédiaire de 3 boucles. Alors ici, une plastie plus complexe qui est un prolapsus bivalvulaire. Vous voyez un vrai barlot avec une rupture de cordage sur la grande valve. Donc là, on va pouvoir faire un montage un petit peu plus complexe avec boucle de 25 et boucle de 15 sur le pilier antérieur, sur le pilier postérieur ici. On renforce toujours avec des plaies de jet pour ne pas déchirer le muscle papillaire. Et on va ensuite aller avec, vous voyez, on a une double boucle là qui est descendue, qui sera pour la petite valve. Et après, on va à la pêche aux boucles pour pouvoir les refixer sur les parties qui prolabent à la fois de la petite valve ici, donc on voit très bien les boucles et au fond les piliers, et on retend un peu les voiles comme ça. Ça a presque l'air facile comme ça, hein, quand on voit, on a l'impression qu'il faille une dextérité aussi importante. Toi, tu fais ça tous les jours, mais pour les gens qui sont moins habitués, ça te fait une incision de combien sur une mini-invasive comme ça? On a une incision de 3 travers de doigts. D'accord, donc tu es vraiment dans le petit trou de la lorgnette. Voilà, exactement. D'où l'intérêt d'avoir ces ustensiles, ces pinces et longues. Puis d'avoir des techniques simples pour faire des réparations qui peuvent paraître complexes. On va traiter ça de manière assez simple finalement. Et ça prend beaucoup plus de temps, cette procédure, par rapport à une procédure conventionnelle de chirurgie par sternotomie? C'est un petit peu plus long. C'est un peu plus long. Les chirurgies en mini abord sont un petit peu plus longues. Et quel intérêt ça va apporter finalement pour le patient? Pourquoi tu le... Alors, il y a un intérêt pour le patient. Alors, il y a d'abord un intérêt esthétique, évidemment. Alors, ça ne doit pas forcément primer, mais enfin, chez les patients jeunes, c'est quand même pas négligeable, surtout notamment chez les femmes, puisque ça fait une incision qui va être dans le pli sous-mammaire, donc qui vont être complètement invisibles une fois qu'elle aura cicatrisé. Et puis, l'autre intérêt aussi, c'est qu'on ne va pas couper le sternum, on passe entre les côtes, sans écarter les côtes, donc il y a une réhabilitation qui est plus rapide et les gens peuvent se remettre plus facilement à se mobiliser, etc. Parce que nous, en périopératoire, c'est essentiel. C'est assez essentiel. Et même pour des gens jeunes, pour une reprise de travail, c'est quand même aussi très intéressant. Plus rapide. Voilà. Et puis esthétiquement, évidemment, ça change quand même beaucoup les choses. Alors là, j'imagine que l'échographie transœsophagienne en 3D est absolument fondamentale pour que tu puisses accéder et savoir d'emblée la procédure que tu vas là, engager. il est clair que c'est essentiel parce que, comme j'ai dit, on va pouvoir, pendant la cardioplégie, préparer nos boucles parce qu'on sait exactement quelle réparation on va avoir à faire. Si on y va un peu à l'aveugle, c'est sûr qu'on va découvrir et on peut passer à côté de lésions et finalement pas traiter complètement la pathologie. Ouais, donc en fait, il y a la caractéristique du chirurgien et de son expérience, qui plus est en mini-invasive où tu vois beaucoup moins,
Et puis, il y a cette Ah bah, il y a interdisciplinarité qui est absolument qui est essentielle. essentiel. Et donc, il faut quand même des centres qui soient effectivement multidisciplinaires comme ça pour pouvoir effectivement être efficaces et pouvoir offrir aux patients des technologies de ce niveau-là. Ce d'autant que les recommandations, elles nous disent quand même pour la réparation mitrale, notamment chez les patients asymptomatiques, hein, Annabelle l'a bien montré, c'est que ça doit être, on peut considérer la plastie mitrale dans les centres qui ont une expertise. Voilà. Alors, je vais vous montrer un cas clinique quand même. Un homme de 46 ans, toxicomane, sevré, multifracture, tabagique hypertendu, une insuffisance mitrale symptomatique de dyspnée, unième grade 3 avec un volume régurgitant à 50, une dilatation de l'anneau avec une pathologie qu'on voit un peu apparaître et qu'on commence à bien connaître, c'est un prolapsus bivalvulaire qui semble prédominer un petit peu sur la petite valve mitrale. Il y a une bonne fraction d'éjection et une oreillette gauche et un ventricule gauche dilaté. Alors, je n'ai pas les boucles complètes d'écho, mais vous voyez très bien cette disjonction de l'anneau avec l'anneau qui se subluxe. Et au Doppler, à la couleur, on voit qu'on a initialement un G central et qui devient asymétrique enfin. Alors, on n'avait pas forcément fait très bien attention au fait qu'il devenait excentré, enfin, mais vous allez comprendre après pourquoi, mais en même temps, c'est assez didactique. Donc, en tout cas, là, on a affaire à un prolapsus bivalvulaire avec une prédominance quand même sur la petite valve. Donc ça, c'est le TO préopératoire. Donc, ce patient l'a fait par voie robotique, mais enfin, de toute façon, c'est par voie mini-assistée. Alors, ça paraît quand même une réparation complexe quand on voit un prolapsus bivalvulaire comme ça, avec un prolapsus de petite valve. Et finalement, on va faire un traitement simple. Alors, ça me permet d'aborder la réparation, une approche simple de réparation pour les fuites mitrales dans les maladies de Barlow, qu'on voit de plus en plus, où on voit parfois, même de plus en plus, ces maladies de Barlow avec beaucoup d'excès de tissu, prolapsus bivalvulaire qu'on ne savait pas trop comment traiter, on mettait plein de cordages, on réséquait, etc. Et puis, voilà, c'était quand même pour le coup, c'était des vraies plasties mitrales complexes qui devaient être traitées par des gens qui avaient une vraie expérience de la plastie mitrale. Et on voit très bien donc, sur ce petit schéma qu'il y a une disjonction de l'anneau, hein, et que quand on va traiter cette disjonction de l'anneau, eh ben, on va finalement remettre les deux feuillets de la valve mitrale à l'intérieur du ventricule, sans faire rien d'autre. Alors, c'était bien décrit, entre autres par ce papier, qui a montré que les résultats étaient pérennes dans le temps quand on faisait une annuloplastie sur ces patients-là. Et on est parti pour faire ça chez ce malade. Donc, on a, vous voyez un petit peu, on a un vrai excès de tissu partout. Alors, bon, c'est difficile de savoir s'il y a un prolapsus plus marqué de la petite valve quand on voit ça, parce que tout prolabe en fait. Enfin bon, quand même, c'est vrai que la petite valve, elle vient bien, mais quand on tracte un peu la grande valve, c'est pareil, elle passe largement au-dessus du plan de l'anneau, donc c'est difficile de se faire une idée. Donc, on est parti pour le traiter par une simple annuloplastie. Donc, on fait un sizing de l'anneau. Évidemment, chez ces patients-là, vous voyez, là, on met un anneau 40, c'est déjà presque encore un peu limite. Hein, mais dans l'industrie, maintenant, il y a une société qui fait des anneaux 42, mais sinon, ça va assez peu au-delà de 40. Et donc, on va faire une annuloplastie simple dans un premier temps. On voit un petit peu comment ça se passe, la mise en place d'un anneau mitral. Et on voit déjà, rien qu'en passant les points, la valve mitrale commence déjà à retomber un petit peu à l'intérieur du ventricule. Alors, le gros avantage aussi de ces procédures vidéo assistées, c'est que c'est projeté sur un écran et tout le monde en profite. Voilà. Donc, c'est aussi très didactique, c'est pédagogique. Alors, quand on a des plus jeunes à former, parce que c'est aussi l'occasion de montrer un petit peu ce qu'on fait. Et puis, pour toute l'équipe qui est là, c'est aussi plus sympa de voir ce qui se passe. Alors, la mise en place de l'anneau. Tu minimises aussi le saignement périopératoire, non? Tu as une meilleure hémostase, tu vois mieux? On voit beaucoup mieux, effectivement. Il y a moins d'agression thoracique. Donc, effectivement, on ne va pas avoir un sternum qui va saigner ou des choses comme ça. Donc, on va utiliser, pour faire les nœuds, on utilise maintenant une pince un peu automatique qui va permettre de faire un nœud et de le couper automatiquement sans qu'on ait besoin de le faire. Alors, ça, c'est notre côté un petit peu feignant. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va faire l'échographie du pauvre, qui est notre test à l'eau, qui n'est pas toujours… Alors là, on voit, bon, on n'a plus de prolapsus de la grande valve, on a quand même une petite valve qui a tendance à revenir un petit peu. Mais bien souvent, on peut avoir un test à l'eau avec une grande valve qui vient comme un prolapsus et quand on contrôle, finalement, il n'y a plus de prolapsus. Et donc, on voit que là, bon, on a corrigé une partie, ça ne paraît pas parfait, mais c'est des tests à l'eau qu'on peut avoir après réparation avec un contrôlé tout à fait satisfaisant. Donc, évidemment, on va le contrôler. Alors, je ne vous ai pas mis le G couleur parce que c'est assez vexant. Mais en tout cas, on voit qu'il reste en fait un prolapsus de la petite valve.
hein, on voit très bien. Et donc, on n'a pas complètement réglé le problème. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que le prolapsus de la grande valve il a été complètement corrigé rien que par la mise en place de l'anneau. Donc, comme le temps de clampage n'avait pas été très long et que finalement, il ne nous restait plus à traiter qu'un prolapsus de la petite valve, on est donc allé mettre une boucle. Voilà, donc on est allé mettre, c'était un prolapsus large de P2. Donc, on a complété par une double boucle de 15 mm. Voilà, qu'on a implanté sur le pilier antérieur. Voilà, vous voyez les deux boucles ici, hein, qu'on va récupérer après. Voilà, on récupère les boucles. Alors, je vais passer un petit peu, parce qu'on a déjà vu ça tout à l'heure. Voilà, on les passe sur le bord libre. Alors, comme on sait qu'on a une belle hauteur de petite valve, on ne va pas forcément se mettre tout à fait au bord libre, mais plicaturer un petit peu le bord libre de la petite valve pour la faire un peu plus plonger. Là, tu parlais de l'expérience du chirurgien. Clairement, la mini-invasive, ce n'est pas pour tout le monde. Enfin, Il faut avoir un peu d'expérience. Mais après, il ne faut pas démarrer un programme tout seul quand on le démarre, parce que c'est plus sécure à la fois pour le patient et puis pour l'équipe. Et puis, il faut effectivement avoir un petit peu d'expérience. Alors là, vous voyez que le test à l'eau, il est un petit peu meilleur quand même. Même si on a quand même cette grande valve qui a tendance quand même à revenir. Vous voyez que tout à l'heure, au contrôle écho, on avait corrigé le prolapsus de grande valve. Et voilà, on a quand même un résultat après qui est tout à fait satisfaisant avec une correction complète. Donc finalement, on est parti d'une pathologie qui paraissait complexe, avec un prolapsus bivalvulaire, plus un prolapsus de petite valve. Et avec un anneau et deux boucles, on a corrigé cette valve. Et voilà un petit peu ce que ça donne en post-opératoire. Donc, en conclusion, je pense que c'est important, alors pas forcément pour obtenir 100% de réparation mitrale, mais en tout cas, d'utiliser des techniques simples et plutôt nouvelles vont être nécessaires pour faire en sorte que plus de chirurgiens fassent plus de plastie, puisqu'on sait que ça a un retentissement sur le long terme et qu'avec le développement des techniques mini-invasives, c'est important de se simplifier aussi la vie pour pouvoir faire des gestes qui soient même complexes, mais qui ne rallongent pas les temps les procédures. Et puis, il faut toujours respecter les principes fondamentaux de la réparation mitrale. Ça, c'est quand même essentiel. C'est restaurer une bonne surface de coaptation, corriger un mouvement anormal valvulaire et remodeler et stabiliser l'anneau mitral. Voilà. Il y a une question, Fabien, d'un de nos auditeurs. Est-ce qu'on peut faire de la plastie tricuspide par mini-invasive ou alors en chirurgie mini-invasive, c'est réservé essentiellement à la mitrale? Tu peux l'associer? La chirurgie mini-invasive, par mini-thoraco-vidéo assistée, on peut faire la chirurgie de plastie mitrale, de remplacement mitral, de cure de CIA, de tumeur de l'oreillette comme les myxomes, et on peut également faire de la plastie mitrale, voire du remplacement tricuspide, la plastie tricuspide, pardon, voire du remplacement tricuspide. Donc, on peut tout faire. Très bien. Et tu vas choisir cette stratégie thérapeutique chez le patient jeune qui, pour des raisons esthétiques, souhaite se faire opérer comme ça. Quelles sont tes indications sur la mini-invasive? Est-ce que c'est réservé à une partie de ta patientèle? Comment tu fais ce choix? Alors, avec l'expérience maintenant, parce qu'on en a fait beaucoup, il y a des contre-indications qui sont déjà formelles. C'est en antécédent de chirurgie thoracique, évidemment, puisqu'on va pas y avoir des adhérences, on ne va pas pouvoir passer. Les mauvais VG, je pense que ce n'est pas une bonne indication, parce que c'est un clampage qui va malgré tout être un petit peu plus long. Les plasties mitrales très complexes, notamment avec des calcifications, ou même les anneaux mitraux calcifiés, c'est déjà pas simple. En sternotomie, c'est encore plus compliqué par voie mini-invasive. Les patients obèses, alors ça, c'est par expérience, ce n'est pas forcément très simple parce qu'ils ont des thorax très courts et on va avoir une exposition qui ne va pas être facilitée. Même si on est bien dans l'axe, on va quand même travailler un petit peu dans un tunnel. Ce n'est pas très simple d'exposition. Voilà. Mais globalement, une fois qu'on a enlevé, et puis la pathologie vasculaire périphérique, parce qu'il faut faire une cannulation périphérique, les aortes calcifiées, quand il y a une insuffisance aortique d'un bon grade 2, on ne va pas le faire non plus pour des problèmes de protection myocardique.
Mais sinon, voilà, c'est accessible à une bonne partie de nos patients qui ont une insuffisance mitrale organique. Alors, autre question d'un de nos intervenants, la chirurgie Redux. Est-ce qu'on peut faire une plastie mitrale par mini-invasive chez un patient, notamment le classique, c'est le pontage qui a été effectué quelques années auparavant, insuffisance mitrale, et il faut prendre en charge ce malade. Est-ce que tu peux pratiquer une mini-invasive ou c'est parce que c'est juste pour nos auditeurs, c'est plus compliqué parce que évidemment refaire Il faut réaborder le massif cardiaque. Voilà, avec le risque de léser un mammaire de plaie du pontage ou même de pontage. plaie du massif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne indication de la chirurgie mini-invasive dans ces cas-là? Alors, c'est tout à fait possible. Il y a des techniques qui permettent de faire Alors, pour faire ces techniques mini-invasives, on fait un clampage de l'aorte par un clamp transthoracique, qui est une technique assez simple. Évidemment, quand on doit faire ça pour un rédux, ça veut dire qu'il faut décoller l'aorte et donc on prend plus de risques parce que évidemment on redécolle, etc. Donc il y a ce qu'on appelle un ballon un clampage endo-aortique qui permet justement de faire ces chirurgies rédux. On va monter par l'artère fémorale, avant de monter un ballon qui se met dans la racine de l'aorte, qui permet de faire à la fois de mettre la cardioplégie et à la fois de faire le clampage. Donc c'est possible. Donc c'est complètement possible. Voire même ça peut être une bonne indication en cas de pontage cardiaque. Est-ce que c'est une stratégie même ça à prioriser dans ces cas-là? Ça peut être une bonne stratégie. D'accord. Donc chez un patient qui est rédux de pontage, la stratégie mini-invasive que tu effectues est un plus. Ça peut être un plus. Ouais. Ouais. Très bien. OK. Thierry Lefebvre. Oui. Thierry. J'ai une question supplémentaire. Pendant que Thierry s'installe, je regarde. Une question supplémentaire. Arrive-t-il assez souvent d'avoir à démarrer une procédure mini-invasive, réparatrice, qui finisse par une chirurgie plus invasive? Autrement dit, est-ce qu'on risque de convertir? Dans quelle proportion? Merci pour cette question, elle est extrêmement pertinente. Elle est méchante. Non, elle est normale. Non, c'est évidemment, il y a un risque de conversion. Moi, quand je vois des patients pour une chirurgie comme ça, je les préviens toujours qu'ils auront 2 surprises au réveil. La première, c'est savoir si on a réparé leur valve ou pas. Et la deuxième, par où on sera passé. Voilà. Parce qu'effectivement, si on a un problème hémorragique, quel qu'il soit, ça peut être une oreillette gauche fragile qu'on a du mal à réparer. Évidemment, qu'en mini-thoraco, on ne va pas être confortable pour le faire et qu'on va faire prendre un risque au patient et que dans ces cas-là, on convertit. Voilà. Il y a aussi, moi, ça m'est arrivé 2-3 fois dans mon expérience où on part pour faire une mini et je fais la mini-thoraco et on tombe sur des adhérences pleurales alors qu'il n'y avait pas d'antécédent particulier. Alors là, ça ne sert à rien de tout décoller parce qu'on va ensuite faire de l'héparine et ça risque de saigner le thorax sans qu'on s'en aperçoive. Et donc, ce n'est pas une bonne stratégie. Dans ces cas-là, il y a une petite cicatrice et on convertit. Voilà. Le taux de conversion? Il est il est à peine 1%. À peine 1%, d'accord. Ouais. Donc, très faible. Donc, ça veut dire que si tu pars avec une stratégie mini-invasive, le plus souvent… On va jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Ouais. Et les conversions, les 2-3 conversions qu'on a eues pour des problèmes hémorragiques, c'était au début de l'expérience. Voilà. Et après, elles sont arrivées après simplement parce qu'il y avait des adhérences pleurales. Et dans ces cas-là, on change de stratégie. Il y a une courbe d'apprentissage qui est importante. Ouais. Très bien. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Thierry Lefebvre, merci, qui va nous parler des indications du MitraClip. À toi, Thierry. Voilà, dans quel cas le MitraClip est indiqué? Et je pense qu'on a déjà abordé un petit peu la question en amont, et donc je vais vous donner quelques exemples et puis faire un peu d'historique. J'aime bien dire que dans la cardiologie interventionnelle, la simplification, c'est la sophistication ultime, et je trouve que ça s'applique parfaitement à la chirurgie également aujourd'hui, donc j'en suis ravi. Alors, vous connaissez un peu les mécanismes de l'insuffisance mitrale, mais surtout la fréquence de l'insuffisance mitrale, qui est la maladie la plus fréquente que la maladie aortique, et qui finalement, lorsque le patient est hospitalisé pour un bilan, eh bien, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas opérés pour des tas de raisons, parce que la fraction d'éjection est trop basse, parce que le VG n'est pas bon, parce qu'ils ont des comorbidités, ils sont trop vieux, etc. Donc finalement, il y a beaucoup de fuites mitrales qui ne sont pas traitées. Alors bien sûr, les chirurgiens font des progrès, traitent des malades de plus en plus complexes, notamment avec des stratégies mini-invasives. Vous connaissez les mécanismes de l'IM fonctionnel et de l'IM organique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais jusqu'à récemment, donc l'IM fonctionnel, c'était le traitement médical optimal dans la grande majorité des cas, et puis la dégénérative, c'était plutôt la chirurgie
dans la grande majorité des cas, sauf les patients qui n'étaient pas opérés pour des raisons de comorbidité. Alors, le MitraClip, en fait, vient justement d'une idée de simplification extrême, qui est de faire une réparation bord à bord. C'est Alfieri qui avait inventé cette technique il y a maintenant plus de 20 ans, qu'il avait décrite et qui montrait que c'était des résultats relativement pérennes sur des malades qui étaient des mauvais candidats à tout à l'époque. On ne savait pas comment les traiter, et bien, finalement, avec une réparation bord à bord, ils avaient des bons résultats. Alors, c'est comme ça que le MitraClip a été développé. Je vous montre juste un petit peu l'outil tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ça paraît assez sophistiqué, mais en fait, tout ça permet de s'orienter dans les 3 dimensions de l'espace de façon à amener le clip au bon endroit. Vous voyez, on peut tourner dans tous les sens, avancer, reculer, être plus ou moins horaire, anti-horaire, latéral, médial, etc. Alors, le premier cas qui a été réalisé chez l'animal, donc c'est quelques années après la description d'Alfieri. Donc, vous voyez que les Américains, parfois, sont très imaginatifs. Et donc, en 1999, premier cas a été réalisé. Premier cas chez l'homme en 2003, donc c'était il y a presque 20 ans maintenant. Et puis, l'étude pivot, elle date de 16 ans, hein, Everest 2. Je vais en parler en quelques minutes pour vous montrer que finalement, c'est une technique qui marche. Le marquage CE en 2008, donc il y a 14 ans, et puis le premier cas en France, à Massy, en 2010, donc il y a bientôt 12 ans. Alors, en gros, c'est une collaboration étroite, comme pour la chirurgie, entre l'échocardiographiste et le cardiologue interventionnel pour réaliser une ponction transseptale au bon endroit. Et Annabelle nous a montré tout à l'heure la hauteur qu'il fallait en fonction d'une IM fonctionnelle ou une IM organique. Et puis ensuite, donc on va, grâce à ce cathéter spécial, s'orienter dans la bonne direction pour être perpendiculaire aux 2 feuillets mitraux, qui, vous le savez, c'est un sourire, donc on va s'orienter de façon différente en fonction, et puis latéral ou médial en fonction de la position de la fuite. Et puis une fois qu'on est satisfait de la position, eh bien, on va capturer les feuillets, et vous allez voir, il y a 2 petits grippers, donc qui sont des systèmes qui vont accrocher la valve, et puis ensuite on va fermer le clip, vérifier le résultat. En général, on va splitter la fuite avant l'implantation, et puis une fois qu'on l'a implanté, on va réduire la fuite, voire poser un 2e, voire un 3e, et exceptionnellement un 4e clip quand c'est nécessaire. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment une collaboration entre l'écho et le cardiologue interventionnel. Vous voyez, on a en 3D une très bonne vue quasi chirurgicale de l'anneau mitral, de A1, A2, A3, P1, P2, P3. Et donc, on va pouvoir orienter notre clip. Voilà, vous voyez qu'on s'est mis A2, P2, perpendiculaire à l'anneau. Vous avez l'aorte qui est en haut. Donc, ça, c'est notre repère habituel. Et puis, plus ou moins latéral ou médial. Alors, le clip, par rapport à l'étude Everest, eh bien, il a énormément évolué. La 2e génération est arrivée en 2016, où finalement, on avait la possibilité d'avoir des grippers qui allaient beaucoup plus profond. Et puis, la génération 3 en 2018. Et puis maintenant, on a la génération 4 qui permet d'attraper les feuillets séparément, ce qui est aussi un grand progrès parce qu'on a eu dans le passé des cas où c'était extrêmement compliqué. Je vais montrer un exemple, d'attraper les 2 feuillets en même temps. Aujourd'hui, on peut les attraper séparément, donc c'est extrêmement utile. Voilà donc la génération 4, un exemple. Vous voyez, donc là, on a attrapé un des 2 feuillets, et puis, en fait, on va rapprocher le clip de 2e feuillet, ce qui va permettre d'attraper le 2e. Donc, vraiment, c'est une simplification de la technique, et ça nous rend beaucoup de services sur des cas complexes. Alors voilà en résumé les résultats d'Everest, donc une vieille étude publiée il y a plus de 10 ans. C'était une étude randomisée, donc MitraClip contre chirurgie chez des malades tout venant. C'était un peu peut-être une erreur de prendre des patients tout venant parce que finalement il y avait des organiques, des fonctionnels, il y avait un peu de tout. Et l'étude s'est avérée, vous voyez le taux de succès qui n'était pas extrêmement élevé à l'époque, mais lié à l'inexpérience des opérateurs de l'époque. Vous voyez qu'il y avait un quart d'IM fonctionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude a été considérée comme positive parce qu'il y avait moins d'événements majeurs et on incluait les transfusions à l'époque comme un événement majeur.
ce qui est un petit peu, comment dire, pas sympathique pour la chirurgie. En revanche, vous voyez que si on regarde le suivi de ces patients à 5 ans, eh bien, en termes de décès, il n'y a aucune différence, en dépit de résultats qui étaient moins bons avec le Mitraclip. Vous voyez, en fait, il y a un pourcentage non négligeable de patients chez qui on est réintervenu chirurgicalement. Et vous avez vu qu'il y avait 77% de succès. Donc, c'était effectivement des résultats très moyens, on va dire. Mais sur ces 70% de patients, eh bien, les résultats étaient très bons et perduraient à 5 ans. Alors, depuis, les choses ont évolué énormément. Au départ, on avait les indications en vert, donc c'était des patients extrêmement simples, A2, P2, pas de calcification, une surface mitrale à plus de 4, des distances relativement courtes. Avec l'expérience, on est passé au violet, donc on fait des cas plus complexes, commissuraux, A1, P1, A3, P3, un peu de calcification. Et puis aujourd'hui, dans les centres experts, eh bien, on fait des patients, même avec de la calcification, même avec des surfaces valvulaires mitrales relativement petites, même des cas de cleft. Ça nous est arrivé 2 fois de faire des clefts à massif. Et ça, c'est dans les guidelines de 2021. Alors, l'IM organique, eh bien, elle est remboursée en France depuis 2016, mais pas chez tous les patients, bien entendu. Donc, IM sévère, dégénératif, symptomatique, malgré une prise en charge optimale, et des patients qui sont non opérables. Donc, c'est vraiment un nombre de patients assez limité. Et on a une étude en cours, qui est l'étude MITRA-HR, dont Annabelle a parlé, depuis 2018. Et donc, on randomise des patients qui sont à ory chirurgicale, mais pas des patients contre-indiqués à la chirurgie. Donc, on aura les résultats de cette étude, je pense, dans 3 à 4 ans. Et c'est la seule étude en cours. Et la classification du haut risque, vous l'avez mise à combien? C'est l'Euroscore et le STS score. Et à Voilà, combien? C'est quoi votre cutoff de l'Euroscore? Il y a plus de 8%. Voilà. Et il y a aussi le calcul du STS score. Qui Exactement. Parce que là, dans l'étude Everest, il y a comme une chose qu'il faut souligner, c'est que dans la partie chirurgicale, il y avait 2% de mortalité, ce qui est beaucoup. Hein. Oui, mais c'est une vieille étude. C'est vraiment, c'est pas des chiffres tout à fait conventionnels. Ça je aussi, suis d'accord. Mais c'est vrai que… Mais c'était la première étude. Bien Ils sûr, avaient et mis un randomisé. peu toutes les IM qu'ils voyaient. Elles étaient randomisées. Il y avait plus de transfusion, évidemment, dans le chirurgical. Aujourd'hui, on transfuse beaucoup moins en chirurgie. Ça devient exceptionnel. Ouais. Mais c'était une première étape et finalement, le clip a évolué de façon spectaculaire avec des résultats excellents. Alors, voilà un exemple. Donc, vous voyez, patient de 92 ans, donc peu de chirurgiens opéraient un patient comme celui-là. Encore que le patient est très actif, hein, et il a fait en fait un OAP sur une IM sévère par rupture de cordage. Vous voyez, il a un Euroscore 1 à 16,7. Donc, il est à haut risque et son âge de 92 ans l'a contre-indiqué à la chirurgie. Donc, vous voyez sur l'écho, vous voyez qu'il y a une mauvaise apposition des feuillets avec un prolapsus valvulaire. Vous voyez la fuite mitrale très excentrée, comme ça a bien été décrit par Annabelle tout à l'heure. Vous voyez que la petite valve est assez courte, ce qui peut, dans certains cas, poser des problèmes techniques. Et vous voyez donc en 3D l'aspect de cette valve. Alors là, on est à l'envers, mais c'était la seule vue que j'avais. Alors, en fait, le cas peut s'avérer dans certains cas assez simple. Vous voyez qu'ici, on a donc amené notre clip dans le ventricule gauche, après avoir positionné dans l'oreillette gauche, dans les 3 dimensions. Et vous voyez que là, en fait, le clip est ouvert et on voit les 2 feuillets qui viennent se poser dans le clip. Et donc, dans ce cas-là, on est très satisfait et on va donc fermer les grippers qui vont attraper les 2 feuillets mitraux, et puis fermer le clip et puis évaluer le résultat. Donc voilà, le clip est fermé. Donc vous voyez qu'il y a une fuite résiduelle, je dirais aussi bien qu'un chirurgien, même un bon. Et vous voyez donc en 3D donc, cette fuite résiduelle vraiment qui est minime, avec donc un A2P2 en bonne position.
Donc, c'est une procédure, vous voyez, qui a duré moins d'1 heure, de la peau à la peau. Ça se fait bien sûr sous anesthésie générale parce qu'on est guidé par l'ETO, donc on ne va pas faire une ETO pendant 1 heure à un patient, voire plus dans certains cas. Et le patient a quitté le service le lendemain. Donc, c'est pour ce type de patient contre-indiqué à la chirurgie, c'est vraiment excellent. D'autant que tu ne nous as pas parlé d'une chose, Thierry, c'est la qualité de vie. Parce que là, on a parlé de mortalité, mais ça permet à ces personnes d'améliorer leur qualité de vie. Est-ce que vous avez un retour là Complètement. Alors, pour des raisons de temps, j'ai interviewé une patiente, mais je ne l'ai pas mis dans la présentation. J'ai revu récemment une patiente qui avait une insuffisance mitrale post-infarctus, donc la fonctionnelle, qui a été, dont la vie est transformée. Et donc, elle parle d'une deuxième vie, en fait. Pour elle, c'était une deuxième vie. Donc, clairement, ces patients très âgés qui sont encore en bon état général ont vraiment une qualité de vie qui est complètement transformée. Parce que l'IM sévère, c'est vraiment très, très dur. Donc ça, c'est vraiment un message hyper important. Parce que le patient non opérable qui a une qualité de vie effroyable, en 1 heure, alors, ce n'est pas toujours 1 heure, mais ce patient-là, en 1 heure et demie, pardon, voilà. Tu révolutionnes les choses. Et ça permet à ces personnes de pouvoir vivre, tout simplement. Ça, c'est vraiment effectivement. C'est pour ça qu'on aime beaucoup cette technique, parce que ça s'adresse à des patients qui, un peu comme le TAVI, des patients il y a 15 ans qui étaient non opérables, récusés et dont la vie était transformée aussi. Alors, deuxième exemple, donc, une femme, 87 ans, qui a fait un OAP. C'est une femme active, enfin, qui était active avant son OAP, IM sévère, prolapsus P3, donc c'est beaucoup plus complexe. Et vous voyez donc en 3D, donc vous voyez la rupture de cordage, la fuite mitrale, P3. On la voit ici en couleur. Alors, vous voyez, donc là, en fait, le 3D est très utile parce qu'on va orienter notre clip commissural et perpendiculaire aux 2 feuillets. Et donc là, on va, vous voyez, là, à nouveau, on a notre vue où on voit donc les 2 feuillets mitraux qui viennent se positionner dans le clip. Et vous voyez à un moment, donc sur votre droite, la fermeture des grippers, puis la fermeture du clip. Voilà, vous voyez les grippers sont fermés. Alors ici, vous voyez, on a un résultat qui est très satisfaisant, avec une fuite résiduelle également minime, et les suites ont été très simples. Alors, passons à l'IM secondaire, à moins qu'il y ait des questions. Alors, l'IM secondaire, c'est très différent parce que c'est des patients qui sont souvent des patients non chirurgicaux, et qui sont quand même souvent des patients extrêmement graves. Et je trouve finalement, on intervient souvent un peu tard sur ces patients-là. Alors, aujourd'hui, les indications chez ces patients, donc c'est des IM fonctionnels, sévères, qui sont non éligibles à la chirurgie de réparation, mais en général ne sont pas. Et en fait, les indications ont évolué un petit peu au vu des résultats contradictoires de l'étude COAP, qui est une étude américaine, et de l'étude MITRA-FR, qui est une étude française. Donc, je vous rappelle, je n'ai pas mis toutes les diapositives, mais l'étude MITRA-FR en fait, a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice au MitraClip par rapport au traitement médical optimal à 1 an. Il y a une petite différence entre 1 an et 2 ans en termes de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais vraiment des résultats très mitigés, alors que COAPT, c'est exactement le contraire, donc une différence très significative en termes de mortalité à 2 ans, avec un nombre de patients à traiter pour sauver une vie de 6 patients. Donc c'est énorme. Aucun traitement médical n'a fait ça, aucun traitement, quel qu'il soit d'ailleurs, n'a obtenu des résultats pareils. Et la différence en fait entre COAPT et MITRA-FR, c'est qu'en fait, on s'est adressé à des IM non proportionnés, enfin des IM plutôt proportionnés, à cause des recommandations européennes qui étaient ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire les 20 par rapport aux 40 aux États-Unis.
Et donc, c'est Greyburn qui a montré cette différence. Et vous voyez que dans COAPT, en fait, on a des IM qui sont plus sévères que la gravité d'insuffisance cardiaque en moyenne, alors que dans MITRA-FR, on a des IM qui sont plutôt proportionnés au degré d'insuffisance cardiaque. Donc, clairement, il faut s'adresser à des patients qui ont des IM sévères et plus sévères que ne le voudrait la dysfonction ventriculaire gauche. Et à ce moment-là, on a de fortes chances d'avoir des très bons résultats. Alors, je vous montre un exemple qui est un patient, vous voyez, 66 ans, avec un VG en bout de course. Il a eu un infarctus en 2002, des OAP multiples, il a une fraction d'éjection à 28%, une hypertension pulmonaire à 80%, donc c'est un patient très grave. Et donc c'est un patient qu'on a fait il y a 7 ou 8 ans, hein, il y a déjà un petit moment. En fait, il était réhospitalisé tout le temps pour insuffisance cardiaque en dépit d'un traitement médical optimal. Alors, vous voyez qu'ici, on est plutôt en bonne position. On a l'impression qu'on va pouvoir attraper les feuillets. Voilà la position. Et vous voyez que là, on se retrouve avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive à attraper la petite valve, mais pas la grande. Et puis, quand on essaie d'attraper la grande, on y arrive, mais on n'attrape pas la petite. Donc, c'est vrai qu'avec la G4, aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire de façon plus simple. À l'époque, la technique pour améliorer le grasping des deux feuillets, c'est de modifier la pression expiratoire positive et d'utiliser une pipe, en fait, pour réduire le retour veineux et donc réduire la taille de l'anneau et pouvoir attraper. Alors, on a essayé, ça ne marchait pas. Donc, la deuxième technique, c'est le zipping, c'est-à-dire qu'on va mettre un premier clip commissural, parce que les feuillets sont plus proches, puis on va se rapprocher vers le centre. Et donc là, c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc, on a commencé commissural. Et là, on a pu attraper, vous voyez, les deux feuillets. Alors, évidemment, il reste une fuite résiduelle importante, mais le fait de rattraper les deux feuillets, de les rapprocher et de réduire un peu la taille de l'anneau va nous permettre de mettre un deuxième clip. Donc, voilà le deuxième en place. Vous voyez que là, il reste une fuite, c'est-à-dire Annabelle, grade 2. Minime à modéré, non? Minime à modéré. Hein. Grade 1 à 2. Mais ces types de patients ont des tensions sur les feuillets mitraux qui sont très, très importants. Et donc, il faut absolument sécuriser ce qu'on a obtenu comme résultat. Et donc, on va mettre un troisième clip. Vous voyez en angiographie le largage du troisième clip. Voilà. Et le résultat final, donc vous voyez, il reste une fuite grade 1, on va dire. Donc, un très bon résultat. Alors là, on n'a pas mis 1 heure ni 2 heures, on a mis 2 heures et demie. Ça va. Mais alors là, le troisième clip, il est fait pour éviter de déchirer l'appareil Exactement. valvulaire. Voilà. Donc, c'est réduire les tensions qui pourraient. Et on a appris ça au début de notre expérience où parfois on mettait un clip, on était content, on n'avait pas un résultat sur le deuxième fonctionnel. Et puis le patient revient 1 an plus tard avec une déchirure en fait à côté du clip. Et en revanche, quand tu mets 3 clips comme ça, tu n'as pas de problème de sténose, parce que finalement, là, on a considérablement réduit la surface. On surveille de près le gradient, donc c'est le rôle de l'échographiste aussi. Ici, on a fini, alors je ne sais plus, mais je crois qu'on est à 2 ou 3 de gradient, ouais, 1,5 de gradient, en dépit de 3 clips, mais aussi parce que l'anneau est très très large, très dilaté, et c'est pour ça que finalement, on finit avec un tout petit gradient malgré 3 clips. Et tu peux retirer un clip secondairement, ou c'est une fois qu'il est mis, tu peux pas. Si, alors, tant qu'il n'est pas largué, on peut le réouvrir et le repositionner. Alors, il y a une question là, dans les indications MitraClip d'IM secondaire, comment définir en 2021 le traitement médical optimal préalable? On va demander à Annabelle. Le traitement médical, c'est bêta-bloquant, Entresto, anti-aldostérone, et maintenant, il y a le Fordiga. Et il ne faut pas oublier aussi les rosynchro. Oui. Quand il y a des blocs de hanche gauche très larges, c'est vrai que la rosynchro peut améliorer les patients. Et si malgré tout ça, il reste symptomatique, effectivement, on peut discuter les MitraClip de façon... Et les glitazones Pardon ? Antidiabétique. Pour l'instant, il y a le Fordiga qui est rentré, l'Entresto, mais il me semble que celui-là n'est pas dans les dernières recours de l'insuffisance cardiaque. Merci. Non, pour l'instant, on a ce traitement antidiabétique en fait, qui améliore l'insuffisance cardiaque,
mais c'est un bénéfice secondaire du traitement, mais je pense qu'il n'est pas indiqué en première intention, en tout cas pas dans les recours, pour l'instant. Ah, ça a un peu changé, je dirais. Je pense que c'est le Fordiga, c'est ça? Oui. C'est le... Non, mais dans les nouvelles recos, les glitazone arrivent en première ligne également. Oui, c'est le Fordiga. On vient Oui, c'est bien ça. Ouais, c'est le Fordiga. Le remboursement vient d'être acté pour les patients non diabétiques, effectivement. Voilà, mais Mais la Sécu vient d'accepter de les rembourser pour les patients non diabétiques, même si c'était dans un recours ESC. Je crois que c'est il y a 2 mois, puisque la pharmacie… Il était grand temps. Il était grand temps. Oui, mais tu as raison, Jerry. En fait, le problème, c'est que des fois, il y a des recommandations européennes, mais l'HAS ne suit pas. Donc, on se retrouve avec des recours qu'on ne peut pas appliquer. C'est rare, ça. On verra aux prochaines élections présidentielles. Voilà, deuxième cas, et ce sera le dernier. Donc, une femme de 78 ans. Donc, c'est cette dame qui parle d'une nouvelle vie, en fait. Infarctus antérieur en 2018. Et puis, en fait, revascularisée, mais tardivement, à la 16e heure. Et en fait, elle a une insuffisance mitrale secondaire qui est apparue. Et en fait, cette patiente se dégrade de plus en plus au fil des mois. Et on la voit, en fait, un peu plus d'1 an après son infarctus, avec une insuffisance rénale, une insuffisance sous une forte dose de basilic, etc. Et donc, finalement, on décide de lui poser un ou plusieurs clips. Alors, vous voyez donc le 7e qui est sévère, donc qui est lié à l'infarctus. Donc, c'est vraiment une IM secondaire. Et donc, on va positionner un premier clip avec un résultat qui nous paraissait vraiment très médiocre, comme vous pouvez voir. Et puis, on a positionné un deuxième clip plus central. Vous voyez, là, on voit les grippers en fait, qui attrapent les 2 feuillets. Voilà le largage du deuxième clip. Et vous voyez le résultat final avec une IM résiduelle, je dirais un petit grade 2. Petit, ouais. Je parle sous contrôle d'Annabelle, encore une fois. Et cette dame, en fait, quand je l'ai, en fait, elle a été suivie par un autre cardiologue qui a pris sa retraite, et je l'ai vue par hasard parce qu'elle cherchait un cardiologue, et donc je l'ai vue en consultation 1 an et demi après, et sa vie a été totalement transformée. Donc, je lui ai proposé de l'interviewer. Mais je ne vais pas vous montrer l'interview, mais c'est assez extraordinaire. Donc, finalement, pour conclure, donc, le MitraClip permet de traiter des IM organiques des patients qui sont récusés pour la chirurgie, et avec des résultats qui sont, dans la majorité des cas, excellents, parce que, justement, l'expérience a fait qu'on a appris à bien positionner les clips. On a des clips qui sont beaucoup mieux que les premières générations. Et donc, ça nous a permis de simplifier, comme on a vu tout à l'heure pour la chirurgie. En fait, on simplifie aussi les techniques. Pour les IM organiques à ORI chirurgical, pour l'instant, l'étude MITRA-HR est en cours et on verra ce que l'étude va donner. Donc, c'est une possibilité d'inclure des patients à ORI chirurgical, mais seulement dans le cadre d'une étude randomisée. Pour ce qui est des IM fonctionnels, eh bien, il n'y a pas de doute dans l'étude COAPT que ça fait mieux que le traitement médical optimal. Et d'ailleurs, je pense que la raison essentielle dans COAPT, c'est qu'il y avait un comité qui évaluait le traitement médical optimal avant l'inclusion des patients. Et donc, il y a plein de patients qui n'ont pas été inclus au départ en disant « Ah ben non, il n'est pas optimal, donc mettez-le dans le traitement optimal et après, on va randomiser. » Il n'y avait pas ce comité dans l'étude MITRA-FR. Et on voit qu'il y a des patients qui sont améliorés sans clip dans l'étude MITRA-FR. Parce que justement, je pense qu'il n'était pas au top du traitement médical. Et donc, l'indication est validée par l'HAS, mais uniquement chez les patients coaplaques, donc qui ont une IM disproportionnée par rapport à la gravité de l'insuffisance cardiaque. Et ça depuis 2 ans maintenant. Merci pour votre attention. Merci Thierry. Donc finalement, si on résume, il faut de l'interdisciplinarité entre tous les corps de métier. La plastie en priorité parce que ça préserve la valve et ça permet une durabilité dans de bonnes conditions, sans anticoagulants et j'en passe des meilleurs. Ça préserve le VG aussi. Ça préserve le VG. La tricuspide, très important, évaluation et correction si nécessaire.
Et puis, stratégie le moins invasif possible, finalement, avec quasiment du mini-invasif pour tous, et qui plus est chez le Redux, donc qui permet, notamment sur le Redux de pont, donc très bonne indication. Et puis, dans une ligne un petit peu plus, je dirais, tardive, après optimalisation du traitement médical, le MitraClip qui a fait des progrès, comme tu nous l'as montré, Thierry, absolument fantastique, et qui change la qualité de vie de ces patients et qui permet donc de restaurer chez des patients âgés ou des patients en insuffisance cardiaque très handicapés, et bien de restaurer leur qualité de vie. On attend beaucoup de l'étude en cours, effectivement. Est-ce qu'il y aura une évaluation de la qualité de vie dans cette étude? Oui, c'est prévu, et l'évaluation des coûts aussi. C'est important pour la chasse. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Alors, je crois qu'on a une question. On a une petite question. Je me connecte. Est-ce que vous en avez, vous, de votre côté? Est-ce que la sténose apparaît immédiatement au moment du contrôle ou peut-elle apparaître secondairement? À mon sens, elle apparaît immédiatement parce que c'est vraiment lié à la technique d'Alfieri. Il va juste, ce qui va se passer dans le temps, c'est juste un peu d'endothélialisation autour du clip, donc ça ne va pas du tout aller rétrécir la surface valvulaire. Donc je pense que s'il y avait une sténose mitrale, elle y était déjà et peut-être qu'elle a été sous-estimée. Je suis complètement d'accord. Et on fait très attention à mesurer, alors pas seulement le gradient, mais aussi les deux surfaces, les deux hémisurfaces. Parfois, il y a 3 hémisurfaces aussi. Il faut mesurer, du coup, pour mesurer la sténose, il y a effectivement le gradient moyen, et après, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a qu'en multiplant, on peut mesurer la taille des hémisurfaces, parce qu'on voit très bien que si on essaie de faire une planimétrie en ETT, ça devient vite compliqué, on ne voit pas très bien. Donc effectivement, c'est l'ETO fin de procédure, on peut vraiment mesurer la surface des deux hémiorifices, et bon, s'il y a une sténose qui est là, c'est qu'elle était déjà là en fin de procédure. Et ça nous est arrivé d'ailleurs de ne pas rajouter un clip ou de modifier sa position parce qu'on avait un gradient à 5 ou 6 et à ce moment-là, on dit non, ça ne va pas. Donc, on va changer sa position ou ne pas le mettre en deuxième clip. Tolérer une fuite un petit peu plus importante plutôt qu'une sténose. Et dans ces cas-là, le gradient, tu l'alignes sur quel orifice? Tu fais un gradient cumulé? Tu fais comment? Alors non, généralement, le gradient, nous, on le prend à 120 degrés. On va tirer droit devant la mitrale. En fait. D'accord, tu le mets dans l'axe. Dans l'axe de la mitrale. Tu ne pas sur le flux. Non. Et c'est vrai que ce qu'on va beaucoup mesurer, c'est la surface des deux hémiorifices. Parce que le gradient peut avoir une part de gradient un petit peu élevée, mais qui est aussi liée à une fuite résiduelle qui n'est pas négligeable. Ça nous est déjà arrivé. On avait un gros gradient. On avait un gradient important en fin de procédure. En fait, juste de bouger le clip nous permet de mieux capter la fuite et de réduire le gradient. Tu réduis le gradient en rajoutant un clip. Ouais, exactement. Parce qu'on réduit de façon significative. Tu réduis la fuite, donc le flux qui passe dans les deux sens. C'est étonnant ça. Moi, j'ai une petite question pour toi, Thierry. Un petit peu, si on se projette, il y a Alfieri quand il a développé sa technique du point bord à bord, il l'avait initialement faite chez les patients qui avaient des anneaux mitraux calcifiés. Et donc, en se disant, je ne touche pas à l'anneau, je mets un point, et puis je verrai bien ce que ça donne. Et en fait, il a été déçu des résultats avec des récurrences de fuite. Et donc, après, il a continué à faire sa technique, mais en faisant une annuloplastie. Donc, la question se pose très clairement pour le MitraClip parce qu'on ne traite pas l'anneau. Alors, est-ce que, c'est sûrement l'avenir qui va nous donner une partie de la réponse quand on aura un suivi peut-être plus qu'à 5 ans de ces patients-là. Et est-ce qu'il est quand même envisagé de dire, est-ce que dans l'esprit, c'est on met un clip et puis après, on essaiera de voir si on ne peut pas faire une annuloplastie complémentaire. Mais là, pour le coup, qui fera un geste aussi techniquement peut-être plus long, etc. Mais comment tu perçois un petit peu cet avenir-là? Il y a eu des équipes qui ont mixé les deux, en fait, clip plus anneau percutané, parce qu'il y a des anneaux percutanés aussi. Mais c'est vraiment très, très long comme procédure. Déjà, l'anneau mitral percutané, c'est 2h30, 3 heures. Plus le clip ou plusieurs clips, c'est vraiment très complexe. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'avec le clip, on réduit la taille. On réduit la taille antéro-postérieure, parce que vous prenez une assez large et finalement, ça la tient, mais ça ne va pas le faire de manière homogène. Visuellement, tu vois que l'anneau est diminué en taille après un premier clip. Après, je pense qu'il y a une grosse différence entre l'Alfieri
qui est posé, qui est fait comme ça au bloc versus le Mitra Clip qui est guidé par l'écho à l'endroit exact où il y a la fuite, etc. Je pense que c'est quand même assez différent. Mais peut-être qu'un jour, on fera les deux, effectivement. Après, il va y avoir aussi des valves mitrales. Enfin, il y a déjà des valves mitrales percutanées. Mais moi, je pense comme toi qu'il faut privilégier la réparation plutôt que le remplacement. Est-ce que ça t'arrive, enfin, vous pouvez associer des clips tricuspides avec les mitrales, en fait, ouais, oui. Vous pouvez faire au cours de la même procédure. Oui. On peut finir sur la tricuspide. Oui, à la limite, il faut même en profiter. Vous avez été trop rapide. Non, mais en fait, c'est très rare qu'on soit amené à le faire. Mais effectivement, le patient qui a une grosse fuite mitrale et une grosse fuite tricuspide, ça vaut le coup de faire les deux en même temps. Très bien. Eh bien, écoutez, ça va être l'heure de clore cette troisième édition de l'Afterwork de l'ICPS. N'oubliez pas notre rendez-vous du 11 juin, qui est donc le rendez-vous du congrès enfin en présentiel, si le Covid nous laisse un petit peu de sursis. Ouais. Et on s'en réjouit à l'avance. Donc, on va se retrouver à ce moment-là, enfin, dans de très belles conditions en plus. D'ici là, on verra s'il y a d'autres afterwork. On l'espère. Et puis, en tout cas, merci de nous avoir suivis. À très vite et merci d'être fidèles. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.